Pourquoi vous ne prenez pas de muscle, quoi que vous fassiez? Ça, c'est moi quand j'étais gamin. Et ouais, j'étais tout skinny et je me plaignais de pas avoir la bonne génétique pour prendre du muscle. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Et on va pas se mentir, j'ai quand même réussi à bien me développer. Pour prendre de la masse musculaire, les recherches scientifiques sont unanimes. Il faut chercher à soumettre ses muscles à un stress de plus en plus important. Ça peut paraître tout simple, mais très peu de pratiquants y arrivent. Et je vais vous partager les 7 facteurs qui peuvent bloquer votre prise de muscle et comment procéder pour les modifier. La première raison, en réalité, elle n'est pas si connue que ça. Pourtant, elle peut réellement bloquer votre prise de muscle. Je veux parler de la gestion du stress. La gestion du stress, on pourrait penser que c'est un conseil bateau. Mieux gérer son stress égale plus de muscles, mais derrière tout ça se cachent des mécanismes qui sont totalement méconnus, mais qui sont très importants à identifier. Évidemment, aujourd'hui, je vais pas vous balancer de faire quelques minutes de méditation pour mieux gérer votre stress. En réalité, ça va un petit peu plus loin et on va parler de quelque chose que vous connaissez peut-être, la balance azotée. Est-ce que les termes anabolisme et catabolisme vous disent quelque chose? Eh bien, la balance azotée, c'est en fait le rapport entre les périodes d'anabolisme, donc création de cellules, et les périodes de catabolisme, donc destruction de cellules. À la fin de la journée, on peut donc se retrouver avec une balance azotée dite positive ou une balance azotée dite négative. Une balance azotée positive, c'est des périodes d'anabolisme qui sont plus nombreuses et plus longues que les périodes de catabolisme. Et donc au contraire, une balance azotée négative, c'est des périodes de catabolisme qui sont plus longues et plus nombreuses que les périodes d'anabolisme. Et je pense que vous l'aurez deviné, pour prendre du muscle, il faut un environnement anabolique et donc une balance azotée positive. Pour y arriver, on peut certes consommer assez de protéines, c'est la première stratégie, mais on peut aussi et surtout essayer de réduire les périodes de catabolisme. Et vous connaissez l'hormone la plus catabolisante? Eh ben, c'est le cortisol. Vous commencez à comprendre le cheminement, catabolisme, cortisol, cortisol, stress, pas de prise de muscle. Du coup, comment s'y prendre pour mieux gérer le stress? Parce que en réalité, ça veut tout et rien dire. Les sécrétions de cortisol, elles sont nécessaires, en tout cas à certains moments de la journée. À d'autres moments de la journée, au contraire, il va falloir faire en sorte de les réguler pour éviter d'entrer dans des périodes de catabolisme. Le cortisol, on en a besoin le matin, au réveil. C'est cette sécrétion de cortisol qui nous permet d'être alerte et préparé à attaquer la journée. Par contre, au fur et à mesure que la journée avance, eh bien, il va falloir à tout prix éviter les pics qui seraient non désirés. Laissez-moi vous dresser le tableau. Le matin, vous vous réveillez, pic de cortisol naturel. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous allez au boulot dans un environnement stressant. Vous prenez les transports en commun, il y a du monde, ça vous bouscule. Vous prenez la voiture, il y a des embouteillages, les gens vous insultent. Vous arrivez au travail, il y a votre patron qui vous prend la tête. Vous n'avez pas une minute pour souffler et pour calmer votre respiration. Le pic de cortisol qui était nécessaire au réveil s'est transformé en sécrétion constante qui provoque une période de catabolisme. Et on pourrait faire ça pour tout le reste de la journée. Vous prenez pas le temps pour déjeuner à midi, vous mangez sur le pouce, debout, vous êtes pressé, vous êtes stressé, vous sécrétez du cortisol, vous limitez la prise de muscle. Le problème, c'est que lorsqu'on est pris dans ce genre de cercle vicieux, on a beaucoup de mal à s'en rendre compte, et comme ça devient habituel, ça devient presque une routine, eh bien on se dit pas que ça peut avoir une grosse influence sur la prise de muscle. La solution est la suivante. Calmez-vous, prenez du temps et essayez d'identifier les périodes où vous devez effectivement être en alerte et d'autres périodes où vous devez effectivement être dans un état plus relaxation. En général, en fin de matinée, en début d'après-midi et évidemment en soirée, c'est les moments où vous devriez être les plus relaxés et où vous devriez éviter à tout prix les sources de stress inutiles. Croyez-moi, ça fera une grosse différence sur votre prise de muscle. On va maintenant parler du volume d'entraînement. On dit souvent qu'il faut un volume suffisant pour prendre du muscle. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et l'une des raisons qui bloque peut-être votre prise de muscle est liée à votre volume d'entraînement qui est sûrement trop important. Écoutez bien parce que c'est très intéressant. Moi, le premier, j'ai tendance à le dire dans beaucoup de mes vidéos, un volume d'entraînement important a tendance à te provoquer une prise de muscle significative, jusqu'à un certain point. En fait, l'efficacité du volume d'entraînement sur la prise de muscle, eh ben, ça fait une forme de cloche. C'est-à-dire que, effectivement, plus vous allez augmenter le volume d'entraînement, plus vous allez prendre du muscle, jusqu'à arriver en haut de la cloche où vous allez avoir une relation inverse entre l'augmentation du volume d'entraînement et la prise de muscle. Donc il est tout à fait possible de s'entraîner trop et de faire trop de volume d'entraînement, ce qui provoquerait une stagnation ou encore pire, une régression. Et vous savez que ça, c'est encore plus important chez certains types de personnes. Pourquoi certains types de personnes? Parce qu'on a tous un caractère différent, une psychologie différente, et on réagit tous différemment à certains programmes d'entraînement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des neurotypes? C'est un concept hyper intéressant qui a été surtout popularisé par le coach Christian Thibaudeau. Christian Thibaudeau, c'est un super coach, il fait un petit peu partie de la team Charles Poliquin, donc clairement, je suis très réceptif à ce genre d'enseignement. Et Christian Thibaudeau, c'est un peu lui qui a popularisé le concept des neurotypes. Attention, les neurotypes, c'est pas pareil que les morphotypes, hein. Les morphotypes, on n'en parle pas. Les neurotypes, c'est déjà plus cohérent et ça a un fondement scientifique qui est, mine de rien, existant. Selon Christian Thibaudeau, on a tous un neurotype différent qui va dicter notre façon de nous entraîner, aussi bien en termes de volume d'entraînement, de fréquence d'entraînement, de temps de récupération, de tempo d'exécution, etc., etc. Et lorsqu'on consulte les différents neurotypes qu'ils partagent, on se rend compte que ça fait beaucoup de sens. Surtout pour moi qui suis coach sportif et qui ai coaché littéralement des centaines de personnes, je me suis bien rendu compte sur le terrain que tous les pratiquants n'étaient pas les mêmes. D'ailleurs, si vous êtes coach, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je suis presque persuadé que vous êtes arrivé au même constat. Et d'ailleurs, quand j'ai lu ces articles concernant les neurotypes, je me retrouvais très bien dans le neurotype
Numéro 3, quelqu'un qui apprécie les mouvements bien réalisés, qui apprécie les tempos d'exécution plutôt lents, qui apprécie les temps de récupération plutôt courts. Ah ça, c'est tout moi, forcément. Et effectivement, c'est comme ça que je préfère m'entraîner et c'est comme ça que j'ai fait mes meilleurs progrès. Donc il n'est pas impossible que votre programme d'entraînement actuel ne soit pas adapté à votre neurotype et qu'il faille faire certaines modifications pour que ce soit non seulement plus efficace, mais aussi plus plaisant à suivre. Alors Christian Thibaudeau propose un test qui coûte assez cher pour déterminer son neurotype, mais il avait fait un article sur le site Testosterone Nation, il y a de ça une bonne dizaine d'années, où vous pouvez consulter un petit peu les différents neurotypes. Selon moi, c'est largement suffisant. Je vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Une fois que vous aurez déterminé le bon volume d'entraînement, passons maintenant à la partie cruciale pour prendre du muscle, l'intensité de vos séances. Et je vous vois venir en commentaire, non, vous vous entraînez pas assez dur. Le problème avec l'intensité, c'est qu'on est toujours convaincu de s'entraîner très dur jusqu'à ce qu'on soit mis devant le fait accompli. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Après 12 ans de musculation, j'étais persuadé de m'entraîner avec une intensité maximale. Et je suis allé faire un stage aux États-Unis avec un bodybuilder qui s'appelle Ben Pakulski. Le principe de ce stage, c'était d'apprendre des choses sur l'entraînement, mais aussi de s'entraîner avec des professionnels, des bodybuilders pour qui c'est le métier, et de voir jusqu'où on pouvait pousser l'intensité. Eh bien, je peux vous dire qu'après avoir fait des séances haut du corps et bas du corps aux États-Unis, dans cette salle de sport absolument mythique, je me suis rendu compte que même moi, avec 12 ans d'expérience, j'étais pas au maximum de l'intensité. Le maximum de l'intensité, ça vous met vraiment dans un sale état. Ça veut pas dire qu'il faut toujours se mettre dans cet état-là. Ça veut juste dire qu'il faut découvrir ce que cet état-là provoque pour que vous puissiez jauger vos futurs entraînements. Il y a quelques temps, je suis tombé sur une étude scientifique qui était très intéressante. L'étude consistait à comparer un groupe dans deux situations différentes. Dans la première situation, le groupe faisait du développé couché et on leur demandait d'aller à l'échec avec une charge précise. Ils faisaient du développé couché sans supervision, sans conseil, sans encouragement. Et ils ont réussi à compléter un certain nombre de reps. Quelques jours après, ce même groupe a refait du développé couché avec la même charge de travail, sauf que cette fois-ci, ils étaient supervisés par des coachs qui leur donnaient des conseils pour l'exécution, pour l'effort et pour l'intensité. Résultat, tous les participants ont fait un nombre de répétitions significativement plus élevé que dans la situation précédente. C'est-à-dire que sur une seule séance, avec une toute petite supervision, eh bien ces pratiquants sont arrivés à enchaîner parfois 6 ou 7 reps de plus, alors qu'on leur avait demandé d'aller à l'échec la première fois qu'ils avaient fait du développé couché. Et ça, c'est pas surprenant. Je fais du coaching depuis très longtemps maintenant et j'ai très souvent été confronté à des pratiquants qui pensaient donner le maximum, mais qui n'étaient qu'à 60%. Pour moi, il y a deux solutions. La première, ce serait par exemple de vous faire superviser, de vous faire coacher par un professionnel sur une séance pour savoir ce que ça veut dire vraiment d'aller chercher l'intensité maximale. Ou la deuxième solution, ce serait de trouver un partenaire d'entraînement qui a plus d'expérience que vous et qui aura le recul nécessaire pour vous encourager à aller plus loin. C'est pour ça que mine de rien, même si j'apprécie m'entraîner tout seul, avoir un partenaire d'entraînement qui a plus d'expérience, qui a plus de niveau et qui vous encourage et vous tire vers le haut, mine de rien, ça peut être très intéressant. Il est temps d'aborder un sujet déterminant pour les personnes qui cherchent à prendre de la masse musculaire, c'est l'importance des glucides et même du sucre dans votre alimentation. C'est quand même fou que les glucides ne soient toujours pas si populaires que ça, spécifiquement dans le monde de la musculation. En fait, la musculation, c'est un monde particulier parce qu'on essaye de prendre du muscle, mais on essaye aussi de limiter la prise de gras. Et dans l'imaginaire commun, une consommation de glucides, c'est toujours un peu associé avec une prise de gras. On a beaucoup de personnes qui déconseillent de consommer trop de sucre, c'est pas trop ce que ça veut dire trop de sucre, et on a même encore aujourd'hui des coachs ou des diététiciens qui vont vous déconseiller de consommer des glucides à certains moments de la journée. Oui, même en 2024, on en est toujours là. Et pour tout vous dire, je faisais un peu partie de cette team il y a quelques années en arrière, enfin quelques années, plutôt une décennie en arrière, où j'avais tendance, moi aussi, à déconseiller des consommations trop importantes de glucides, de peur que ça ait une influence sur la prise de gras et que ça provoque des sécrétions hormonales non désirées, comme des sécrétions trop importantes d'insuline. Le truc, c'est que les glucides, c'est anabolique. Et on a parlé de l'anabolisme juste avant dans la vidéo, c'est hyper important pour prendre du muscle. Quand on rajoute à ça la pratique de la musculation, qui est un sport qui repose sur les glucides, pour que vous ayez assez d'énergie, pour que vous ayez assez de congestion, pour que vos muscles soient assez hydratés, ce serait du délire de limiter sa consommation de glucides. Et je parle aussi de sucre, parce que le sucre n'est pas forcément à éviter, surtout si vous pratiquez de la musculation de manière intensive plusieurs fois par semaine. Mangez du sucre. Les recommandations du genre manger moins gras, moins salé, moins sucré, c'est fait pour les sédentaires qui bougent pas leurs fesses. Vous faites de la muscu, vous soulevez des barres plusieurs fois par semaine, mangez des glucides, mangez du sucre. Surtout si vous êtes skinny, il y a de fortes chances pour que vous ayez du mal à atteindre votre total calorique journalier. Et bien pour les grands mots, les grands moyens, manger du sucre. J'ai eu très souvent des clients en coaching qui, de par leur physique, étaient contraints de manger de grosses quantités de calories. Et avant de commencer un suivi avec moi, ils avaient tendance à être un peu timides sur leur consommation de glucides, à se limiter à 200-250 grammes de glucides par jour. Imaginez leur surprise quand je les faisais monter à 500-550 grammes de glucides par jour avec une grosse quantité de sucre qui était consommée principalement après l'entraînement. Au début, ça les a surpris, mais après, ça les a confortés en voyant la progression qu'ils avaient. Donc si vous êtes skinny, et surtout si vous avez un taux de masse grasse qui n'est pas trop élevé, manger des glucides,
manger du sucre. Personnellement, pour traquer mes glucides, mais aussi pour traquer mes autres macronutriments, j'utilise l'application Yazio qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Yazio, c'est vraiment trop bien pour garder la main sur sa diète, surtout pour moi qui actuellement a un objectif de perte de gras. C'est hyper important de traquer mes calories et mes macronutriments de manière ultra précise, et surtout, j'ai pas envie d'y passer la journée. Et avec Yazio, c'est hyper instinctif, la base de données est absolument énorme, on retrouve très facilement tous les aliments qu'on a déjà consommés. En plus de ça, l'interface est super intuitive, on s'y retrouve facilement pour entrer les aliments, et en plus de ça, on a des tips supplémentaires sur le jeûne intermittent, des recettes de cuisine si jamais on n'a pas trop d'inspiration. Donc évidemment, Yazio, c'est une appli que j'utilise tous les jours et je vous la recommande à 100%. Ce que j'aime particulièrement, c'est préparer mes repas à l'avance sur Yazio, comme ça je sais exactement ce que je vais manger, ça me permet de rester plus motivé et d'éviter de faire des mauvais choix alimentaires. Donc je peux vous dire que niveau motivation, c'est génial. Avec le premier lien dans la description, vous avez 50% de réduction sur Yazio Pro. Ça vous revient à 1,99€ par mois au lieu de 3,99€ par mois. Avec toutes les options de l'appli, pas rater ça. Donc cliquez directement sur le premier lien dans la description et commencez à utiliser Yazio dès aujourd'hui. Fixer des objectifs réalistes en musculation, c'est essentiel. Et la cinquième raison qui explique que vous ne preniez pas de muscle, c'est de s'attendre à une progression trop rapide. Aujourd'hui, on sait comment prendre du muscle. Mais il n'empêche que la prise de muscle reste quelque chose d'un peu ingrat, parce que c'est un processus qui est long, et parfois très long en fonction des individus. Ça me fait d'ailleurs penser à une étude scientifique, dont l'objectif était de vérifier à quel point des pratiquants de musculation pouvaient progresser en suivant le même programme de musculation pendant plusieurs semaines. Et les résultats étaient assez édifiants. Parce que même si en moyenne, les sujets de l'étude scientifique ont pris 5 kg de muscle, eh bien en réalité, les disparités individuelles étaient absolument énormes. La différence de progression entre certains des participants était du simple au quintuple, ça veut dire 5 fois plus de progression en termes de masse musculaire pour certains des individus de l'étude scientifique. Donc là, normalement, je vous apprends rien. Vous êtes conscient que la génétique et d'autres facteurs influencent de manière très importante votre progression à la salle. Mais il est clair que si vous suivez un programme sur 3 mois, il ne faut pas s'attendre à prendre 6 ou 7 kg de muscle. Et vous connaissez en plus le problème. Plus vous allez gagner en expérience, et moins vous pouvez vous attendre à prendre du muscle. Donc même si c'est important de se fixer des objectifs très ambitieux, je vous conseille également sur les courts et moyens termes de tabler sur des choses un peu plus réalistes, que vous aurez beaucoup plus de chances à atteindre, ce qui vous permettra d'entretenir votre motivation et d'éviter les déceptions. La sixième raison demande du bon sens, pourtant vous êtes nombreux à tomber dedans. Elle a des effets dévastateurs et ruine tous vos efforts, que ce soit à la salle ou même dans l'assiette. Je parle bien sûr de consommation d'alcool, de tabac ou même de drogue. En préparant cette vidéo, je me suis demandé s'il fallait que j'aborde ce genre de sujet, si ça avait vraiment une influence sur la prise de muscle. Alors non seulement ça a une influence sur la prise de muscle, mais ça a une influence sur la perte de gras et sur la santé en général. Mais ce qui est clair, c'est que la consommation d'alcool, de tabac et de drogue peut réduire l'appétit, peut perturber les sécrétions hormonales qui sont très importantes justement, comme la leptine et la gréline, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, et ça peut vous donner l'illusion de manger assez, alors que c'est pas du tout le cas. En plus de ça, la consommation d'alcool, de tabac et de drogue, ça augmente les inflammations. Et on en revient un petit peu au premier point, et avec les périodes de catabolisme et d'anabolisme. Si vous voulez vous développer dans de bonnes conditions, et non seulement prendre du muscle, mais aussi améliorer votre bien-être, il faut veiller à réduire les inflammations, et non pas les augmenter. Et vous n'êtes pas sans savoir que alcool, tabac et drogue, ça n'a aucun effet bénéfique sur le corps. Ça n'a que des effets néfastes. Donc, si votre objectif c'est la prise de muscle, et que vous estimez avoir une consommation problématique d'alcool, de tabac ou autre, eh bien il va falloir veiller soit à se faire aider, soit à prendre les dispositions nécessaires pour arrêter tout simplement. Je sais que c'est facile à dire et que là on entre dans un sujet qui peut être vraiment sensible, mais parfois certains réellement ne sont pas au courant des effets néfastes que ça peut avoir sur la prise de muscle. La dernière habitude, c'est peut-être celle-là la plus importante. Parce que vous aurez beau respecter tous les points précédents à la lettre, vous ne réussirez pas à prendre du muscle si vous avez peur. Oui, vous avez bien entendu, la dernière raison, c'est la peur de prendre du muscle. Vous savez, j'ai été confronté pendant plus de 10 ans à des personnes qui venaient s'inscrire en salle de sport et qui trouvaient très important de préciser « Je m'inscris à la salle de sport, mais je veux pas devenir trop musclé ». D'ailleurs, je suis persuadé que c'est une phrase que vous avez déjà entendue dans votre entourage. Devenir trop musclé, c'est vraiment une crainte pour certains pratiquants. Alors déjà, je voudrais débunk le truc. Lorsque vous êtes un pratiquant de musculation naturelle, il y a peu de chances pour que vous arriviez à être trop musclé. La nature est bien faite et c'est pas en faisant 5 ou 6 entraînements de musculation par jour que vous allez ressembler à Ronnie Coleman. Mais au-delà du fait que ce ne soit pas forcément possible de prendre trop de muscles, je voudrais plutôt m'attarder sur l'aspect psychologique, de se dire je veux pas prendre trop de muscles ou j'ai peur de prendre trop de muscles. Parce que ça, c'est effectivement une barrière mentale qu'on se fixe et qui peut avoir réellement des effets néfastes sur votre prise de muscle. Parce qu'au fil du temps, ça va nous encourager à nous entraîner un peu moins, de manière moins intensive, de faire moins attention à ce qu'on mange, de faire moins attention à son lifestyle, à tout ce qui est autour de la musculation. Des petits détails qui, en s'accumulant, peuvent littéralement bloquer votre prise de muscle. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites non mais moi ça me concerne pas, je veux prendre le plus de muscles possible, mais
Mais d'une part, vous faites peut-être partie de l'exception, et d'autre part, cette peur de prendre du muscle, elle est parfois inconsciente. On a du mal à s'en rendre compte. C'est une peur qui peut être entretenue par votre environnement, par exemple, qui vous critique parce que vous allez trop à la salle de sport, ou que vous faites trop d'efforts. C'est une peur qui peut être entretenue par l'absence de résultats, à cause d'un programme qui n'est pas forcément adapté. C'est une peur qui peut être entretenue par l'inconnu, parce qu'on ne sait pas à quoi on va ressembler une fois qu'on aura accumulé plusieurs kilos de muscles, ou même plusieurs dizaines de kilos de muscles. Donc c'est difficile d'avoir assez de recul pour se dire « Ok, je vais faire les changements nécessaires pour atteindre mon objectif, je ne vais pas avoir peur du corps que je pourrais avoir avec quelques kilos de muscles, ou même quelques dizaines de kilos de muscles en plus, et il faudra plutôt réussir à s'attacher à produire le maximum d'efforts pour progresser le plus vite possible. » J'espère que vous ferez bon usage de tous ces conseils, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai encore d'autres conseils, cette fois-ci pour optimiser la récupération. J'en ai fait une vidéo, vous allez la trouver juste ici. Allez la consulter parce qu'il y a certains tips qui sont très intéressants. Je serais quand même curieux d'avoir votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de mettre un pouce en l'air. On se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.